Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous plongerons dans le monde passionnant de Spring Boot, un outil puissant pour le développement d'applications Java robustes. Et nous parlerons d'IntelliJ, de Spring Boot, de Java et de la manière de démarrer un projet dès zéro. Allez, vas-y, commençons. La question d'abord, c'est pourquoi utiliser IntelliJ, pourquoi utiliser quand même le framework de Spring Boot. Alors, comme vous pourrez constater, à travers de l'utilisation de Spring Boot, vous pourrez créer des applications Java, backend, très intuitif, très rapide, et ça va rendre le processus beaucoup plus facile. Ce sera comme similaire à jouer avec des Lego, avec des jouets, parce que nous utiliserons des composants prédéfinis pour construire nos fonctions. Vous allez voir ça. Ça, c'est une connaissance que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Et oui, commençons par l'environnement de développement. Comme vous pouvez le voir ici, le meilleur environnement de développement pour Spring Boot et pour Java en général s'appelle IntelliJ. Il s'agit d'un environnement de développement intégré, IDE, spécialisé pour Java. Java est un langage plus ancien que Python et plus proche de C. Cela le rend robuste, mais il présente une courbe d'apprentissage plus élevée. Imaginez Spring Boot comme un camion, ok? Ça c'est Spring Boot, c'est un camion. Et par contre, un autre langage de programmation comme Python, c'est plutôt comme un sport car, c'est comme un char, c'est comme une voiture sportive. Ça veut dire que Python pourrait sembler Python a l'air d'être plus rapide, a l'air d'être plus moderne, mais ça le rend pas nécessairement le meilleur langage, ça le rend pas nécessairement le meilleur framework pour le développement. Avec un camion, oui, tu vas avoir besoin de plus d'énergie pour le démarrer, oui, c'est plus lourd, mais, une fois que tu l'as démarré, il n'y a rien ni personne qui puisse le stopper, qui puisse l'arrêter, ok? C'est ok? Ok. Voyons maintenant comment lancer un nouveau projet Spring Boot. C'est très facile. Vous pouvez aller ici dans springinitializer.com.io. Désolé. La première chose que vous devez faire, c'est de choisir après le Dependency Manager. C'est un outil qui vous permettra d'installer automatiquement les bibliothèques et des dependencies dont vous aurez besoin dans votre projet. Généralement, ce que je préfère, c'est d'utiliser Maven parce que dans mon cas, dans mon expérience, c'est la meilleure bibliothèque des dependencies pour des applications web RESTful. Ok. La seconde chose que vous devez faire, c'est de choisir quelle version du framework vous allez travailler avec. Ici, voilà, je préfère travailler toujours avec la version la plus récente. Dans ce cas, c'est la 3.1.5. Je ne vous recommande pas d'utiliser les snapshots ni quelques versions qui apparaissent des fois qui s'appellent M2 ou M3 et M n'importe quoi, ou comme celui-là et le RC2. Pourquoi est-ce que je ne vous recommande pas de travailler avec cette version-là? Parce qu'ils sont des versions pas testées. Ils sont encore à peu pas très stables. Et donc, c'est meilleur d'utiliser une version qui est déjà testée, qui est déjà stable dans le marché du travail, dans le marché des développements web. Dans ce cas, c'est là qui est par défaut, c'est OK. Le suivant, c'est de déterminer, c'est d'écrire les métadatas, les métadonnées du projet. Ici, c'est très simple, c'est simplement une manière de bien configurer les naming, les noms des fichiers, les noms des dossiers dans le projet. Ensuite, on choisit le packaging, ça veut dire dans quelle extension est-ce que vous préférez avoir après la compilation. Moi, je préfère les jar, mais vous pouvez aussi choisir les war. Finalement, on choisit quelle version de Java est-ce que vous voulez utiliser. Moi, je préfère utiliser toujours la plus récente, mais alors ça va dépendre toujours de ce que votre leader de projet va vous dire. Ok. Et ici, vous pouvez aussi ajouter des dependencies spécifiques pour le projet si vous avez en tête déjà quels sont les outils dont vous avez besoin, mais vous pouvez créer un projet Spring Boot de zéro
Ok. Et je l'ai déjà fait pour pouvoir sauver de temps et continuer. Ok. Et ensuite, c'est important que quelque chose que j'ai appris à l'université à Montréal, c'est de faire les deux configurations initiales. Ici, vous pouvez voir, quand vous venez d'installer le projet, vous n'aurez pas aucune configuration prédéterminée, non, prédéfinie, non, aucune. Aucune. Alors, vous devez les créer. Je vous recommande de créer au moins le clean install et le Spring Boot Run. Le clean install, c'est très facile à faire. Vous venez ici dans Edit Configurations, vous choisissez ajouter une configuration avec Maven et puis vous allez le mettre en nom et vous allez ajouter les commandes que vous voulez rouler avec cette configuration là. Et moi, j'ai ajouté Clean Install, que c'est pour compiler, pour faire une dépuration à debugging du code avant, pour pouvoir trouver des erreurs, pour pouvoir installer de nouveaux dependencies que j'ai ajouté dans le projet. La première fois, c'est très important de le faire. Et puis simplement, on va utiliser la configuration de Spring Boot Run, que ça sert à directement rouler le projet. C'est ok, à exécuter le projet. Et ok, ici c'est déjà en courant, c'est actif, c'est déjà démarré le projet. Ça a commencé avec le port 8080. Oui, ça c'est information utile. Et c'est la console du projet. Tout ce que vous allez faire, tous les messages qu'il va recevoir du front-end, et vous pouvez voir que dans la console, ça va apparaître des messages qui va vous indiquer qu'est-ce qui se passe dans le back-end. Oui, ça sert à plein de choses. Ok, puis je vais vous présenter plusieurs choses ici. Ok, juste laissez-moi descendre ça un petit peu. Ok, le POM et le fichier que vous voyez juste ici, c'est le pom.xml. Ça c'est un fichier très important. C'est là que vous pouvez ajouter soit automatiquement ou soit par la main vous-même les dependencies, les bibliothèques dont vous avez besoin pour votre projet. Dans ce cas, j'ai besoin de quelques dependencies pour les courriels électroniques, quelques dependencies pour les sécurités, quelques dependencies pour le JWT token, que c'est très important pour l'authentification et la sécurité du projet en général. En bref, c'est là que c'est ce fichier qui va vous dire votre projet de comment se construire lui-même. Ok? Parce que vous pouvez voir que la structure des dossiers, ça a l'air complexe, mais pas nécessairement, parce que grâce à ce fichier-là, ce fichier va vous configurer tous les dossiers du projet pour vous. Ok. Ensuite, savoir que nous avons, lors de la création du projet, la seule classe que vous avez à voir, c'est celle-là, c'est celle-ci. C'est la classe initiale, c'est le main. Et quand vous démarrez le projet, c'est la première classe qui va commencer, qui va marcher dans une application web. Le backend, tout ce que ça fait, c'est de dire, ok, voilà, je viens de démarrer l'application. Vos endpoints sont déjà disponibles à utiliser pour le front-end. Alors, amusez-vous, amuse-toi. Puis, contrairement, c'est important de vous dire que contrairement à une application Python classique, les modifications apportées au code au moment de l'exécution, au temps d'exécution, ne sont pas appliquées automatiquement en temps réel. Et vous devez arrêter et redémarrer le serveur si vous avez changé quelque chose. Alors, si vous avez changé quelque chose, vous pouvez stopper, vous pouvez arrêter le framework juste ici, et puis le redémarrer. C'est très simple, ouais. Un commentaire est là, c'est très utile après. Dans une application web, c'est important d'avoir au moins le dossier model, le dossier repository et le dossier controller. Puis vous pouvez ajouter le dossier config s'il faut que vous ajoutez la sécurité pour le projet. Dans mon cas, ouais, et dans tous les projets réels, c'est important évidemment. Dans le modèle, vous pouvez ajouter des classes. Alors, la magie des Spring Boot, c'est que
vous n'arriverez jamais à devoir penser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et vous devrez penser, oui, mais vous devrez vous inquiéter pour des problèmes plus complexes avec, disons, la logique de quelques fonctions, de quelques endpoints, mais pas avec les choses basiques, avec les choses essentielles. Spring Boot va gérer tout ça pour toi, ok? Et qu'est-ce que ça veut dire? Que vous devez avant avoir votre base de données et puis vous devez écrire une classe pour chaque table dans votre base de données. Ici nous avons la classe user et ici nous avons le decorator entity name égale table user. Ici, parce que Spring Boot il fait une connexion automatique, fait un automatic mapping avec la base de données. Voilà, vous pouvez voir ici les attributs qui sont les mêmes que dans la base de données. Et le builder, le decorator builder va vous permettre de créer des instances d'objets beaucoup plus faciles qu'avant. Ça le fera automatiquement. Ok. Pour chaque classe, vous devez créer un repository. Par exemple, pour la classe user, vous devez créer le user repository qui va faire un extent de JPA repository. Vous devez mettre ici la classe dont il est responsable. Dans ce cas-là, c'est user. Et voilà. Généralement, vous ne devez faire rien de plus. C'est juste qu'ici, j'avais besoin de quelque chose de très spécifique et j'ai dû créer quelques méthodes pour ça. Mais généralement, ça, le GPA, comme vous allez voir ici, et ici c'est l'image que j'ai utilisée pour le sportif, pour le char sportif, pour le truck, et ici pour le GPA. Le GPA, c'est une abstraction. C'est une bibliothèque qui vous permet de jamais écrire de nouveau des commandes SQL. Jamais. Pour ta vie. Parce que ce que vous allez utiliser, c'est simplement des langages orientés à objets, des langages Java, des langages très semblants à celui qui est utilisé pour Python, pour des objets. Et le JPA va le transformer automatiquement en commande SQL. Ça va traiter les tables dans la base de données automatiquement pour toi. Tu n'arrives pas à t'inquiéter pour ça. Jamais. Et alors, si tu as déjà les classes et sa repository, tu as simplement à créer le controller. Par exemple ici, le Authentication Controller. Nous avons simplement ici les endpoints. Le REST Controller Decorator. Ici, c'est le lien, le schéma de l'URL dont il est responsable. Dans ce cas-là, c'est la out pour authentication. Ça, le Cross Origin vous permet de dire que dans cette direction, moi, personnellement, je sais que c'est le port de communication dont le front-end est hébergé maintenant. Donc, il va vous permettre il va permettre d'écouter à Cross Origin des processus qui est enroulante dans un autre port. Voilà, c'est tout. Et oui, comme je disais, ici, vous pouvez créer vos points d'extrémité, vos endpoints. Très facile. C'est, voilà, la URL, le schéma de ce endpoint. Et puis, vous faites une fonction. Ça reçoit 7 paramètres. Et il va retourner ça avec n'importe quelle logique dont vous avez besoin de créer. Oui. Ça, c'est tout. C'est très simple. Oui, ici, c'est important de vous dire que pour la communication HTTP, il y a le post mapping et le get mapping. Pour le post mapping, c'est quoi? C'est que au front-end, le client a besoin de vous envoyer des informations. Il va poster quelque chose, il va poster n'importe quoi au back-end. C'est pour ça qu'il doit recevoir cette commande-là avec un post mapping. Par contre, si on a un get, comme j'ai ici, un get, c'est simplement que au front-end, le client, l'utilisateur, il veut simplement de l'information. Il veut simplement vous dire, excusez-moi, monsieur back-end, j'ai besoin de telle chose. S'il vous plaît, donne-le-moi. Et ça, c'est tout. C'est un get. Tu vas obtenir ça. Tu demandes ça. Ok? Mais tu ne postes pas rien. Tu n'envoies l'information. Comme avec le post avant. Et comme ça, il y a plein de choses, il y a plein de trucs à étudier après, comme le put pour mettre à jour des informations de l'utilisateur ou le delete pour supprimer l'utilisateur au cas où.
Ouais. Ça c'est les différences entre les méthodes pour la communication HTTP. Ici, comme je vous disais avant, vous avez vous pouvez créer le dossier config et ici vous pouvez configurer plein de choses sur la sécurité de votre application, comme comment est-ce que vous allez gérer le logout, la fin de session, comment est-ce que vous avez envie de gérer le course, ça veut dire le cross origin, ou comment est-ce que vous avez en tête, quelle idée vous avez en tête de comment gérer l'authentification avec quelques tokens et JWT que vous pouvez utiliser après, que vous pouvez créer. Ici, ce que je dis, c'est que pour les endpoints de Authenticate et Register et Email Checking, les utilisateurs n'auront pas besoin d'un token d'authentification. Parce qu'alors, ça serait très drôle, ça sert à rien de demander le user d'être authentifié s'il ne peut pas s'authentifier. Oui, ils seront, disons, quelque genre de schéma public. Mais pour tout le reste des endpoints, vous pouvez ici qu'il va, pour tout le reste des schémas, pour tout le reste des endpoints, des points d'extrémité, il va vous demander d'avoir un token d'authentification. Ok, l'autre chose c'est qu'ici il y a l'application.properties. Je vais pas vous montrer ça parce que pour raison de sécurité c'est là où j'ai mis déjà mes mots de passe pour le courrier électronique ou pour la base de données, alors c'est pas sécuritaire si je vous montre ça. Enfin, dans ce tutoriel vous venez de voir que c'est très facile et en fait c'est très intuitif de commencer avec Spring Boot. Ça peut vous permettre de faire des applications et de les déployer après d'une manière très facile et très rapide. Voilà, ça c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tutoriel vous a aidé à démarrer avec Spring Boot. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un pouce levé, de vous abonner et de partager. Si vous avez quelques doutes, vous pouvez la mettre dans les commentaires, je vais les lire après. Après une suivante capsule, je vais vous montrer comment connecter cette application backend à une application front-end fait avec un framework de JavaScript. Alors ça c'est tout et merci de m'avoir regardé et à la prochaine.